Rebonjour. Nous sommes donc toujours à la foire de Brive pour cette deuxième rencontre professionnelle qui s'intéresse à l'auteur et à sa relation avec son agent littéraire. Donc nous avons deux invités ce matin pour parler de cette relation, deux auteurs, Éric Plane-Maudon, bonjour. Bonjour. Et Rémi Lassource, bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire une petite présentation de chacun de vous avant de vous laisser la parole, bien sûr. Alors, je vais commencer par toi, Rémi. Donc, tu es l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages édités par une même maison d'édition indépendante vosgienne qui s'appelle Execo, maison dont tu m'as précisé qu'elle était aussi engagée et donc à laquelle tu es très fidèle. L'écriture en tant étant destinée à être publiée a commencé en 2010 à peu près pour toi, si j'ai... Alors, j'ai été édité en 2017. Ouais. 2017, d'accord. Mais j'ai commencé à écrire vraiment après les années 2010. Voilà, et c'était de la poésie au tout début, encore avant ça, même si j'ai bien compris. Oui, alors en fait, j'écrivais de la poésie tout le temps. Et puis un jour, j'ai voulu avoir un public. Et mon épouse m'a dit « Mais la poésie n'intéresse personne. Tu vas ennuyer tout le monde. » Elle m'a dit « Il va falloir faire des romans. » Et là, j'ai dit « Non, jamais. » Et elle m'a dit « Il faudra que tu fasses des romans policiers. » J'ai dit « Bah non, encore moins. » Voilà, vous m'avez spoilé toute mon introduction. Là. Enfin, tu m'as spoilé mon introduction, pardon. Parce que... Non, mais aucun problème. Alors, le premier roman n'était pas un roman policier. Le premier roman publié n'était pas un roman policier. C'était un roman fantastique. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es commandant de police. Bah oui. Donc, tu es un peu attendu sur au minimum du roman noir, voire du polar. Exactement. Mon éditrice n'a rien dit au début. Surtout que je ne voulais pas parler de ma profession dans la bio pour ne pas tromper le lectorat, parce que je ne voulais pas écrire sur la police. Et puis, Laurence Schwalm, du coup, mon éditrice, est une femme qui arrive à ses fins. Et donc, elle m'a tendu un piège. Et je suis tombé dedans et je l'en remercie. Voilà, très bien, bravo. Donc, on entrera un peu dans le détail de votre écriture et surtout de ce qu'elle a déclenché en termes de droit, et notamment de droit audiovisuel. Alors, Éric, toi, tu es né au Québec. Tu vis en France, à Bordeaux, depuis 25 ans. Exactement. Auteur de nombreux romans, régulièrement primés ou finalistes dans des prix, aussi bien au Québec qu'en France, voire pour Takawan le prix France-Québec en 2018. Donc là, c'est parfait. C'était parfait, ça. Et ce titre-là retient aussi l'attention du cinéma. Et vous recevez 2 propositions de production, si j'ai bien noté ce qu'on s'était dit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'un agent est devenu vraiment nécessaire ? Oui, tout à fait. Dans la présentation avant, voilà, on parlait de la complexité de ce que peut être une adaptation. C'est pas moi, hein. C'est pas de ma faute. Oui, voilà, quand on signe un contrat pour un roman avec un éditeur, il y a un peu des contrats types, on peut s'entendre, c'est des pourcentages, il y a quand même ces histoires de droit à l'étranger, enfin, il y a plusieurs choses, mais quand on passe du côté cinéma, là, c'est une autre histoire, une autre complexité, et voilà, j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'épauler un peu dans ces questions-là. Donc en fait, pour tous les deux, c'est nécessité fait loi. Tous les deux, vous vous retrouvez avec des propositions d'adaptation au cinéma, qu'elles aient abouti ou non. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, il me faut un agent. Alors non, pas pour moi. Non. Un jour, je suis contacté via Messenger, la messagerie de Facebook, par un jeune réalisateur qui me dit « Bonjour, je me présente ». Donc toujours dans ma biographie, je ne dis pas que je suis flic. J'ai lu une nouvelle de vous que vraiment j'aime énormément, qui s'appelle « Bienvenue en banlieue », qui raconte les premiers jours d'un jeune flic provincial qui débarque en banlieue nord de Paris et il en prend plein la gueule, quoi. Donc, bref, évidemment, c'est teinté d'ambiance réaliste. Forcément, lui, il ne le savait pas. Et il a dit, j'ai adoré votre truc. En fait, c'est déjà un scénario, quoi. Votre nouvelle. Est-ce que vous avez déjà vendu les droits ? Alors là, je rigole. Au début, je crus que c'était une blague. J'ai dit, ça, c'est un copain flic encore qui me fait une blague parce que vraiment, on est potage dans la police.
Et donc, je le laisse venir, je l'interroge et tout. Et du coup, il me dit, on se rencontre sur Paris. Et lui, il avait adoré mon écriture, il avait adoré l'histoire. Et on travaille ensemble, donc les 2 réalisateurs et moi, sur un projet de film. Et puis, ils me disent, non, mais on arrête tout. On vient de lire Du crépitement sous les néons. Je dis, mais c'est pas grave, ils me font encore une blague. Ils me disent, en fait, on va faire acheter les droits, on adore ça, quoi. Il dit, t'as écrit, mais ça nous parle, quoi. Alors, je pense qu'ils connaissent mieux le livre que moi, parce qu'ils l'ont tellement lu, qu'ils me posaient encore des questions l'autre jour. J'ai dit, dans quel état d'esprit t'as écrit cette scène? Putain, je savais pas, quoi. J'étais un peu gêné. Alors, voilà. Donc, ouais, c'est grâce à, je vais dire, c'est l'amour de lecteurs qui s'avèrent travailler dans le cinéma, qui m'ont amené où j'en suis, quoi. Mon éditrice qui a géré les négociations avec la société de production, mais donc ça a mis du temps, hein, un projet au cinéma, ça peut prendre du temps. Et au fil du temps, je suis devenu un peu ami avec les réalisateurs, dont on parlera après. Et puis, je me suis rendu compte que j'allais avoir un bouquin adapté au cinéma, mais que j'en avais plein d'autres. Et eux, ils m'ont dit, mais en fait, il te faut un agent dans le monde du cinéma pour proposer tes livres et pourquoi pas devenir scénariste. Voilà. Donc, c'est une fois le processus engagé, donc le tournage, etc., que je me suis dit, mais en fait, j'ai plein d'autres histoires qui pourraient vraiment intéresser le monde audiovisuel, et c'est une autre façon de narrer les choses. On est dans une autre logique que je découvre. D'accord. Là, vous parliez de l'adaptation de ce titre-là, ouais. Du crépitement sous les néons. Ouais. Voilà. Alors, si on revient au tout départ, votre premier agent, comment vous l'avez rencontré? Pourquoi vous avez eu envie de travailler avec un agent, d'être accompagné à un moment Éric? Moi, ça vient justement de cette double nationalité canadienne et française. Mon premier éditeur était à Montréal et n'était pas diffusé en France après mes 3 premiers romans. Après, il devait vendre les droits à un éditeur français pour être distribué ici, ce qui avait été le cas des 3 premiers romans. Et quand j'ai publié mon 4e roman, j'avais quand même envie d'être chez un éditeur français. C'était quand même... J'habitais en France et ça facilitait pas mal de choses. Et voilà, un ami éditeur qui se lançait comme agent m'a proposé qu'on travaille ensemble. Et c'est comme ça que j'ai eu une première expérience avec un agent qui n'avait pas d'expérience de ce métier-là proprement, même s'il avait été dans le monde de l'édition. Ça a été très bien pour voilà, on revient à ces histoires de droits étrangers parce que un éditeur, en général, il veut tout, donc c'est normal. Hein, l'auteur, il veut être publié. L'éditeur, il veut tout gérer, les droits audiovisuels, les adaptations théâtrales ou les traductions dans toutes les langues mondiales. Mais en fait, quand vous rencontrez un agent, il vous explique que chaque région a ses particularités et que lui, il a le temps que probablement un éditeur n'a pas d'aller démarcher ces marchés-là et d'être sensible aux spécificités de chaque région. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette expérience qui était avec mon roman Takawan, où il y avait les droits Amérique et Europe qui étaient séparés. Et ce qui est très bien, parce qu'un livre, de toute façon, un livre, ça a plusieurs vies. Une fois qu'il est lancé, on ne le contrôle plus. Et c'est effectivement, il n'a pas la même vie, les mêmes couvertures, comme on a vu tout à l'heure sur différentes traductions, pas les mêmes titres. Et donc, et j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, mais c'était, voilà, là, c'était vraiment juste sur un livre, en fait, qu'on avait signé. Et après, il y a eu l'évolution d'autres romans qui ont suivi. Et tout à l'heure, quand je parlais de mon agence en ce moment, que j'ai contacté pour des droits audiovisuels, c'est plus large que ça. Hein. Maintenant, ils gèrent aussi les autres livres à venir et les manuscrits. Votre agence, qui s'appelle là, moi, je suis avec l'agence Astier-Pécher à Paris. Donc, l'une des premières en France. Ils fêtent leurs 15 ans cette année, oui. Et du coup, sur quels critères avez-vous choisi votre agence? Qu'est-ce qui était important pour vous? Pardon, on m'avait dit qu'on se tutoyait. Pour toi, en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu recherchais prioritairement chez un agent? Alors, j'ai eu 2-3 contacts. Astier-Pécher, c'est
Antoine Vauters, que je connais, qui était déjà dans l'agence, qui m'en avait parlé en m'en disant tout le bien qu'il en pensait. Et après, moi, j'en ai contacté, et c'est vrai il y a aussi quand même, c'est important, cette question de courant qui passe, quoi. Après, l'agent vous choisit aussi, donc c'est une relation, voilà, ça va dans les deux sens. Bon, Astier Pêcheur, ils étaient vraiment, voilà, comme sur la place depuis longtemps. Je pensais pas me tromper avec eux, donc, et c'est le cas. Mais c'est une question de feeling, quoi, hein, franchement, pour faire court. Mais est-ce que ce côté feeling Ouais. était important, ou vous avez fait Ah confiance oui, aux oui. producteurs parce que vous les connaissiez Oui, je ne sais pas si on m'entend bien. Les réalisateurs, donc je parle quand même d'eux rapidement. Fabrice Garçon et Kevin Osona, qui forment le duo FGKO, qui sont deux jeunes réalisateurs qui vont monter, j'en doute pas, m'ont dit, mais on peut te présenter notre agent, mais il faut que tu lui plaises. En gros, notre agent, il marche au feeling. Donc, une chance pour moi, c'est que comme elle était l'agent des réalisateurs, elle connaissait mon roman, qu'elle avait beaucoup aimé. Et c'était un petit peu curieux pour une agence de cinéma d'avoir un auteur comme ça qui débarquait avec des livres. On était un peu à contre-emploi, mais moi, avec l'idée derrière de pourquoi pas commencer à scénariser des projets qui ne sont pas forcément mes romans, mais dans un premier temps, vendre d'abord mes romans. Donc j'ai passé un premier entretien au téléphone avec Laurence Couder, donc de l'agence Arc-en-Ciel, qui est une femme très bienveillante, donc qui a monté sa propre agence, qui a travaillé dans une première agence dont j'ai oublié le nom, mais qui a monté sa propre agence. Et le contact est passé. Voilà, vous avez tout dit, enfin tu as tout dit. Je pense que c'est une rencontre entre personnes, il faut que ça colle, on ne sait pas pourquoi on plaît ou on déplaît. Je pense qu'il ne faut pas se forcer. Et ça a commencé comme ça, avec un entretien téléphonique. Ensuite, je suis allé la voir à Paris, derrière les Champs-Élysées, où elle a son agence. Et ça a matché, quoi, ça a confirmé. Et puis voilà, maintenant c'est parti. D'accord. Mais alors, elle n'est pas agente littéraire. Alors non. Donc, Alors, est-ce qu'elle arrive à vous accompagner sur autre chose que l'audiovisuel? Non, en fait, je m'accompagne tout seul pour l'instant. Et toi, Eric, quels sont les autres accompagnements hors audiovisuel que te propose Astier Pêcheur? On peut discuter de tout. Voilà, pour mon dernier manuscrit, je l'ai envoyé. Il y avait un éditeur, entre autres, qu'on visait, à qui on a envoyé le manuscrit. Qu'on visait. Donc ça veut dire que déjà pour le choix des éditeurs, oui, vous on en travaillez avait ensemble. discuté un peu. Oui, voilà. Après, je pense que sur les maisons d'édition, oui, il y a des auteurs on peut faire carrière avec une même maison, mais après, ça dépend ce qu'on écrit. Moi, je pense que j'essaie d'écrire des choses un peu différentes à chaque fois. Il y a quand même une vraie à trouver un équilibre entre livre et la maison d'édition. Donc bon, ça peut être des questions qui se posent, même si on est depuis longtemps avec un éditeur. Mais non, ça peut être des questions, ça peut être des angoisses, des angoisses d'écriture, comme des idées, comme des pour le dernier manuscrit, sur l'histoire de séparer les droits étrangers, ou même, moi, on m'avait jamais dit, quand on prend un contrat d'édition normal, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu tout du côté de l'éditeur qui traite tout. J'ai eu besoin d'avoir un agent qui m'a dit, mais tu sais, les droits de traduction ou les droits de cinéma, tu peux les garder, tu n'es pas obligé de négocier ça avec un éditeur. Après, à eux de voir ce que l'éditeur accepte ou pas et qui est le mieux placé pour les défendre. Moi, je vois que sur un livre, sur un livre où l'agence va aller connaît le salon de Francfort, par exemple, pour la traduction, etc. Je sais que Astier Pêcheur a un réseau que n'aurait pas, par exemple, notre éditeur qui arrive sur place en défendant ses titres. Donc, c'est des questions aussi importantes, quoi. Et est-ce que, par exemple, Astier Pêcheur t'accompagne sur l'écriture en elle-même, retravaille le texte avec toi avant de le soumettre à un éditeur? Alors, ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, donc on n'a pas fait beaucoup ce travail-là. Il me le propose. Moi, pour l'instant, je n'ai pas été demandeur directement
de leur expertise sur le... Bon, là, je prends l'exemple du dernier manuscrit, puisqu'après, on a rapidement signé avec l'éditeur. Donc après, là, je suis en train de travailler avec l'éditeur directement. Mais ça fait partie aussi de leur savoir-faire, je dirais, au-delà même de l'expertise. C'est un art. Alors, donc, toi, Eric, tu es auteur à plein temps maintenant. Rémi, c'est un peu différent. Tu as quand même un parcours assez atypique et on peut comprendre qu'aussi bien avec cette écriture nerveuse qu'avec ce parcours, le cinéma soit tenté de venir te voir. Est-ce que tu peux nous parler de comment justement ton parcours dans la police et ton activité d'auteur s'entremêlent, se nourrissent, se répondent ou se heurtent? D'ailleurs, tu écris dans quelle police? Pardon. Alors moi, je suis enquêteur, je suis dans la police nationale, donc je suis enquêteur, je suis responsable d'un service d'enquêteurs, voilà, d'une brigade spécialisée. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai commencé la police dans les années 2000, en police de proximité, qui a été une super expérience, porter la tenue dans les cités nord de Paris. Ma femme travaillait à côté de Roissy, donc j'ai eu aucune difficulté à trouver un commissariat, voilà, très difficile. Et ensuite, j'avais le goût de l'enquête. Je voulais être, voilà, l'image de tout le monde, c'est l'inspecteur, bon, même s'il n'existe plus. Donc, je suis devenu enquêteur en commissariat où j'ai géré la délinquance du quotidien, quoi, hein, dans une cité vraiment très difficile. Et c'est vrai qu'en très peu d'années, j'avais accumulé beaucoup d'expérience. Je veux dire, bon, voilà. Après, je me suis spécialisé, parce que la police, c'est une grande maison, il y a plein de métiers. Mais je suis toujours resté un enquêteur. Voilà. Donc, je suis enquêteur dans le Limousin. Et comment c'est né l'écriture? Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Au début, j'écrivais de la poésie, c'était ça. Quand je suis devenu policier, j'ai commencé à écrire beaucoup de poésie. Je pense que j'avais besoin de retrouver une certaine forme de contemplation, de beauté dans le monde. À mesure que j'étais jeune flic enthousiaste qui regardait pas ses heures et qui travaillait parfois jusqu'à 4 heures du matin, qui en redemandait et qui fouillait les égouts de l'humanité. Bref. Et ensuite, donc à force d'écrire, j'ai eu envie d'avoir un public. Donc, pas de chance pour eux, c'était mes collègues policiers. Ça les a beaucoup surpris de dire de la poésie sur la forêt, sur les clairs de lune, le rire des rivières, enfin bref. Donc, ils m'ont dit, écoute, c'est pas mal, mais bon, franchement, on s'en fout, quoi. Il faudrait que tu écrives sur ce qu'on vit. Voilà. Donc, j'ai dit jamais dans un premier temps, mais bon, voilà, j'ai pas de volonté. Et en fait, je suis un gros lecteur de Giono, j'aime énormément Giono. Enfin bon, il y a des textes, pour moi, c'est pas la parole d'évangile, mais bon, il y a des textes magnifiques. Et je voulais écrire, en fait, sur le mystère dans la nature, donc j'ai été édité là-dessus. Donc j'ai réussi à trouver un éditeur, au moins sur le style, sur un style qui est complètement différent de celui... Alors, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que je ne vais pas savoir te dire quel est mon style, parce qu'il évolue selon les romans et selon le sujet traité. Alors, j'ai tendance à dire, enfin, les lecteurs qui ont lu tous mes livres, la plupart sont devenus des amis, ça c'est vachement sympa, le retour des lecteurs, quand ils vous contactent. Ils me disent qu'en fait, j'arrive à allier une certaine forme de poésie et quelque chose d'assez trash ou cru d'un monde violent qui est le mien, malheureusement, ou enfin, qui est un monde qui existe, et j'ai aucune difficulté à allier les deux. Donc, mon éditrice m'a laissé publier donc mon premier roman qui s'appelle Des veines dans le granit, qui est un roman un peu plus ambitieux, qui est peut-être pour mon épouse, c'est mon meilleur roman, enfin le plus beau, et en même temps, c'est peut-être celui qui marche le moins. Donc, ensuite, alors que j'écrivais ce premier roman, j'avais besoin de faire une pause. Et l'espace d'un mois, j'ai écrit Du crépitement sous les néons. Je n'avais pas terminé ce roman. Et j'ai écrit ça parce qu'en fait, j'avais besoin ça me mangeait trop le cerveau. Ce premier roman, là, Des veines dans le granit, je voulais faire quelque chose voilà, qui me correspondait, quelque chose que je pourrais vraiment assumer, quoi. Voilà, dont je serais fier. Et donc, j'ai écrit Du crépitement sous les néons en un petit mois. En écoutant en boucle toujours le même album de musique. Et là, j'ai retrouvé des ambiances de flics. En fait, l'idée, c'était ça. C'était de parler
de faire des héros, des voyous, des gens que je connaissais. Alors bon, certains flics m'ont dit, écoute, t'écris, tes héros, c'est des voyous, quoi, franchement. Donc, un petit voleur violent, voilà, j'avais envie de parler de mes années de banlieue. Maintenant que j'avais retrouvé une certaine sérénité, que je pouvais décrire la nature, magnifier la nature, dans des veines dans le granit, j'ai dit, quand même, je vais refaire un peu de muscu, et puis j'ai écrit du crépitement sous les néons. Voilà, très très vite. Donc c'est une écriture très nerveuse, c'est vrai que ça plaît beaucoup. Donc, si on revient un peu à la question des agents, en quoi son travail à l'agent vous soulage, vous rassure, qu'est-ce qu'il fait que vous ne faites plus, qu'est-ce qui étaient vos soucis et qui sont devenus les siens et qui du coup vous permettent de vous concentrer peut-être plus sur l'écriture que sur la vente, la négo. Il y a déjà tout le côté administratif, ou administratif au sens large, négocier un contrat, des pourcentages, de savoir en fonction de, etc. C'est déjà, moi, quand on monte un contrat, je comprends rien, quoi. C'est pas ma tasse de thé. Donc, de savoir que quelqu'un est là. Alors, je dis ça, pas l'éditeur quand il propose un contrat, c'est très honnête aussi, mais d'avoir un filtre entre cette relation directe qui du coup est un peu protégée au niveau de ce que peut être lien personnel, création. On n'a pas besoin de parler fric entre nous, et c'est déjà c'est l'agent qui le fait à ma place. Et déjà, ça soulage c'est un morceau du cerveau qu'on n'a plus besoin d'utiliser pour se poser ces questions. Est-ce que j'ai bien fait? Ouais, mais là, c'était quand 11%, 10%, peut-être ça peut-être mieux 9,5%. C'est bête, mais moi, j'ai pas l'habitude de baigner là-dedans, de savoir que quelqu'un dont c'est le travail tous les jours, qui traite ça pour plein d'auteurs, à plein de niveaux différents, c'est rassurant. On se sent à l'aise. C'est vraiment... c'est hyper confortable, en fait. Ça change quand même pas mal. J'ai envie de dire, si j'avais su, j'en aurais pris un plus tôt ou dès le départ, mais ce qu'on peut pas savoir, et de toute façon, quand on démarre, c'est pas nécessairement évident qu'un agent veuille peut-être de vous, je sais pas, sur un manuscrit, un coup de cœur peut-être, mais en général, on publie d'abord avant de commencer à chercher un agent. Mais c'est une vraie, c'est un confort. Un autre regard, un regard objectif aussi pour moi, parce que quand on est dans la relation directe avec l'éditeur, c'est vrai que tout s'en mêle, quoi. Ces questions de création, d'amitié, de fric, etc. L'agent, c'est un petit pas de côté, un peu de recul pour voir the big picture, comme on dit en français. Et pour moi, c'est vraiment que du positif, quoi. Donc en fait, ça préserve votre relation artistique avec l'éditeur. Ouais. Et vous, ça vous coûte de l'argent, puisque c'est votre agent. Comment ça fonctionne, la rémunération entre l'auteur et l'agent? Parce qu'on sait que l'auteur, en général, ne gagne pas non plus des milliards avec ses livres. Comment est-ce qu'un auteur peut se permettre de rémunérer un agent? C'est un pourcentage sur ce que moi je touche, que lui, il touche. Mais franchement, quand je vois depuis là, un peu plus de 2 ans... ça me fait un petit peu mal de dire le retour sur investissement, mais les avantages que ça procure, moi, c'est vraiment, ça vaut le coup. Je me pose même pas la question, quoi. C'est-à-dire qu'en renégociant peut-être vos droits à l'international, vos droits d'auteur ou les différents droits, finalement, vous gagnez plus d'argent qu'avant d'avoir un agent, oui. et même si vous en reversez une partie à cet agent, cette partie est c'est gagnant-gagnant, et ce qu'une agence peut négocier, je pense, c'est au-delà de ce que, en tout cas, certainement de ce que moi j'aurais pu négocier, ça j'en suis persuadé, et peut-être aussi d'un éditeur dont c'est pas... l'éditeur, d'abord, il a envie de publier des textes. Il n'a pas nécessairement envie de négocier avec d'autres éditeurs ou d'autres professionnels des histoires, pareil, de revente de droits, etc. C'est pas son métier de base à l'éditeur. Il est obligé de le faire mais bon. Du coup, ça soulage tout le monde d'avoir un agent là, entre nous. Vous vous reconnaissez, Rémi? Au niveau de la rémunération, en tout cas pour
mon agence, c'est en plus, bon, je ne vais pas dire le pourcentage, mais c'est un pourcentage qui est prélevé en plus de ce que moi je vais toucher. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas dans ma commission, mais elle prend sur le budget global. Voilà, c'est l'idée. Alors ça, c'est un peu différent par rapport à votre... à Non, ton agent ça peut se littéraire. faire, c'est une question Ça peut se faire aussi. ça dépend des éditeurs. L'agence peut demander directement de toucher le pourcentage chez l'éditeur ou de nos droits d'auteur. Enfin, ça se module, D'accord. pareil. Encore des questions qui nous échappent et qu'on est bien content d'avoir un agent pour nous expliquer tout ça. Pour moi, l'agent, c'est un catalyseur. Donc, effectivement, il a un rôle de conseil et de juriste. Il est là pour nous décharger l'administratif. Mais moi, j'ai besoin, en fait, je le cherche pour commencer à rentrer dans le milieu du cinéma. J'ai besoin de ces contacts, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. Maintenant, l'agent littéraire, je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à ce matin. Donc, j'ai patiemment écouté, j'ai regardé. Donc, effectivement, c'est une interrogation. Laurence Schwalm, donc mon éditrice, m'a dit, mais tu sais, ça se fait de plus en plus, les agents littéraires. Tu pourrais peut-être commencer à t'y intéresser. Donc, voilà. Comme je suis quelqu'un de très lent, je verrai plus tard. Est-ce que c'est l'avenir, en fait, du métier, de l'activité d'écrivain, que de s'adjoindre un binôme agent? Je pense que c'est vraiment à la carte et voilà, selon l'étape où on est, etc. Je ne sais pas si les agents littéraires qui sont dans la salle seraient très contents si je proposais aux nouveaux auteurs de ne pas envoyer leur manuscrit directement aux maisons d'édition, mais à toutes les agences de France pour savoir si éventuellement ils pourraient l'amener à un éditeur, ce qui serait un cas de figure. En sachant que moi, avec mon premier agent, on a déjà eu une maison d'édition qui voulait pas lire le manuscrit simplement parce que ça passait par un agent. Ça, c'est il y a quelques années et ça change très rapidement. Moi, c'est mon petit côté nord-américain. Les agences, ça fait plus longtemps que ça existe en Amérique. Je les ai vus débarquer, arriver de plus en plus en France ces dernières années. Mais ouais, pour après, on revient à cette question de feeling. Peut-être que quelqu'un qui a je sais pas, sur le premier roman, c'est tellement à chaque fois un coup de dé qui n'abolit pas le hasard, mais qui, on sait, les éditeurs font ce métier-là, ils continuent parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette avec les éditeurs. Je pense qu'il n'y a probablement pas de recette avec les agents non plus, c'est-à-dire que voilà, il y a des livres qui marchent très bien, on ne sait pas pourquoi. Il y en a des très bons qui marcheront jamais, on ne sait pas pourquoi. Après, voilà, je pense que c'est ce qui fait le côté un peu magique, extraordinaire du monde de l'édition en général. Donc, on rajoute des agents dans le chaudron, mais pourquoi pas? Parce qu'on rajoute de toute façon plein de choses tout le temps et c'est difficile il n'y a pas de route, il n'y a pas de modèle à suivre. Franchement, c'est au hasard, c'est au feeling, encore une fois. Je pense que l'agent, ça peut être bien. Quelqu'un qui n'est pas du milieu de l'édition, qui a un bouquin, l'agent, il va lui dire, il va le rassurer. Il va lui dire, là, t'es bon, là, t'es nul, t'es hors sujet, là, il y a trop de longueur. Je pense qu'il faut l'accompagner, il faut l'accompagner avec bienveillance. Quelqu'un, un des deux agents, tout à l'heure, disait, je ne sais plus qui, mais en fait, c'est ça. Il faut avoir de la bienveillance, il faut avoir de l'honnêteté, de la sincérité. Je pense qu'un auteur a besoin de ça, parce qu'en fait, un auteur, c'est... Quand il fait son premier bouquin, il ne sait pas, quoi. Il est perdu, quoi. C'est un oiseau, c'est un petit oiseau. Donc il faut qu'il y ait de la confiance, mais de la franchise. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, là, pour le coup, je parle un peu au nom des agents, mais je pense que ça peut être bien, ouais. Bon, moi, c'est un peu différent parce que j'ai écrit quelques bouquins déjà, et puis j'ai trouvé plusieurs styles qui me conviennent selon l'univers que j'ai envie de traiter, et j'ai pas envie de les renier, quoi. Donc j'ai envie de garder une certaine singularité, et voilà, quoi. Et alors, toi, tu te qualifies d'auteur, mais aussi de scénariste. Ouais, alors, en fait, je commence, quoi. Je suis un bébé, quoi. Je suis un petit bébé, un apprenti scénariste, on va dire. Donc, j'ai la chance, donc grâce à mon agent Laurence Couder d'Arc-en-Ciel, j'ai rencontré, elle m'a mis en relation, en fait. Donc là, on est vraiment dans ce que j'aime, ce qui me fait aimer la police. On est dans l'intuitif, on est dans l'humain. Et donc, Laurence Couder, je pense qu'elle a des qualités de flic, elle m'a regardé, elle m'a reniflé, elle m'a senti. Elle m'a dit, toi, je vais te présenter un scénariste avec qui ça va coller. Et puis en plus, je lui dis, moi, j'ai pas de gros... peut-être que je suis orgueilleux, mais j'ai pas de gros problème d'ego. Ça me gêne pas qu'on triture mon histoire. Je dis, je suis ouvert à tout, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le style, dans un premier temps. Mais après, si on passe à l'audiovisuel, c'est l'émotion, c'est le rendu. Et donc, mon agent m'a présenté un scénariste, qui est lui un scénariste chevronné,
qui s'appelle Eric Vera, qui n'est pas dans l'agence où je suis, qui est dans une autre agence. Et c'est ça un peu la magie de l'agence, c'est de faire faire des rencontres. Ça a été dit lors de votre conversation, lors de la précédente réunion, avec Eric Vera, donc, qui est à l'origine de la série sur France Télé qui s'appelle César Wagner, qui parle d'un flic hypocondriaque, ce qui est très drôle. Avec Eric Vera, ça match, et ensemble, on travaille à réécrire 5 de mes romans d'une série policière pour en faire une série télé. Et là, je découvre une autre façon, une autre narration, des contraintes qu'il y a avec le format télé. Est-ce qu'on est dans une série? Est-ce qu'on est dans une collection? Une série, c'est 50 minutes, ça se suit. Est-ce qu'on est dans une collection? C'est un peu comme Alex Hugo, ce sont des films d'1 heure, 1h20, 1h30. On serait plutôt dans une collection, on ne sait pas trop encore. Et je retrouve, donc grâce à cet agent et grâce à ce scénariste, je retrouve le plaisir que j'ai aussi dans l'écriture, c'est-à-dire un espace de liberté et de création, de jubilation. Voilà, c'est ça que je cherche en fait, c'est de m'amuser et de me réaliser. J'ai encore une petite question en pensant à des auteurs peut-être qui se posent la question de savoir s'ils vont prendre un agent ou pas. Voilà. Comment on choisit son agent en fait? Il y a plein d'agences, il y a des agents indépendants qui sont spécialisés, mais il y en a beaucoup qui sont aussi polyvalents. Comment on choisit? Je pense que la première chose à faire, c'est de savoir quels auteurs ils suivent déjà, dans un premier temps, de la même manière que quand on envoie un manuscrit dans une maison d'édition, c'est assez bien de savoir au moins, de connaître un peu ce qu'ils ont publié avant et leur ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, je pense, d'une agence, ça peut être un peu plus large qu'un éditeur, mais ça renseigne déjà un peu sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Sur les genres littéraires qu'ils portent. Voilà, et maintenant, toutes les agences ont leur site, on peut voir leur historique. Voilà, c'est déjà une première approche, je pense, d'aller s'informer de ce côté-là. Ça, c'est un petit peu ce qui revient. Le point commun de ces 2 tables rondes, c'est justement cette adaptation à la carte de l'agent en fonction de son client, auteur, éditeur. Peut-être que, enfin, je pense que quand ça se passe bien avec un agent, une agence, il y a peut-être aussi une question de vision sur le long terme qui peut peut-être être plus rassurante qu'avec un éditeur où on ne sait pas si le prochain manuscrit lui plaira ou pas, et où chercher encore à avoir envie d'autres éditeurs. L'agent lui, si jamais on change de maison d'édition, l'agent reste là, il vous suit, et ça peut être aussi un autre point assez positif de cette relation. Donc vous ne reviendriez pas en arrière? Non, pas du tout. Très bien. Mais je vais passer le micro à la salle si vous avez des questions. Moi, c'est une question pour Eric. Je me posais la question de votre avenir, hein, c'est-à-dire vos projets. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez un agent, comment est-ce que ces projets que vous avez en tête, vous allez les partager avec votre agent? À quel moment? Est-ce que du coup, ça change vos perspectives de création? Non, je pense pas que ça change mes perspectives, mais je sais que j'ai comme un peu de nouveaux conseillers éditoriaux dans mon processus d'écriture sur un manuscrit en cours ou un manuscrit final qui passera aussi par les agents sans doute avant maintenant de partir chez l'éditeur, ce qui n'était pas le cas avant, mais je pense pas que ça change la nature de mes projets ou de mes envies voilà, c'est toujours les mêmes trucs qu'il y a dans mes tiroirs, agent ou pas, donc mais c'est bien d'avoir un nouveau regard, même s'il ne faut pas en avoir trop non plus, parce que plus on les multiplie, plus c'est compliqué pour l'auteur aussi d'avoir trop de feedback. Il faut savoir faire la bonne moyenne entre tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci. Vous êtes prêtés à toutes ces questions. Et puis, je vous souhaite une bonne foire du livre de Brive. Merci.